Bienvenue dans ce 13h, jeudi 29 décembre. Voici les titres. Naufrage à Amboué, la crainte de Nicaise Moulombi de l'ONG Croissance Saine Environnement. Et puis OIM Insalubrité, la capitale provinciale du Wellington sous d'état d'immondice à quelques semaines du lancement de la tropicale Amissa Bongo. Enfin, Côte d'Ivoire, le verdict sur le massacre du Grand Bassam est tombé. Les 11 accusés condamnés à la prison à perpétuité par la cour d'assises d'Abidjan. Plus de détails dans ce journal. Une fois de plus, bienvenue. CETRAG, acteur incontournable du transport ferroviaire gabonais qui permet de traverser le pays de l'Est à l'Ouest sur sa côte Ouest. Le réseau de destination desservi, composé de 7 gares principales et 15 secondaires, connaît actuellement plusieurs difficultés. Maya Meza, reportage. Sans être exhaustive, le 23 avril 1992, le 18 juillet 2018, le 1er janvier 2019 et le 12 mai 2020. Et jusqu'en 2022, le drame continue. Sachant qu'on peut citer plus que ça, ces dates représentent les nombreux déraillements qui ont paralysé le trafic ferroviaire au Gabon. Et depuis sa construction en 1980, cette voie ferrée du Gabon n'a plus jamais été véritablement réhabilitée. Depuis le début de l'année 2020, plusieurs déraillements ont été signalés et jusqu'alors la situation perdure toujours. À 1h30, ce nouveau trafic a été interrompu sur le réseau ferroviaire exploité par la société d'exploitation du Transgabonais ce samedi 24 décembre 2022. Une rupture consécutive à ce 12e incident. Cependant, la société d'exploitation ne s'est attelée qu'à indiquer qu'une équipe disciplinaire est déployée sur les lieux de déraillement pour organiser une intervention dans les meilleurs délais. Pourtant, ces incidents sont loin d'être sans conséquences pour la clientèle, souvent laissée pour compte dans la stratégie commerciale de l'entreprise. Cette dernière se questionne d'ailleurs sur le peu d'investissements consentis dans la réfection de la voie ferrée quand la société publie un chiffre d'affaires qui avoisine les 100 milliards de francs CFA. Des questionnements qui tournent également autour de la mise à niveau initiée et financée depuis 2016 et qui étaient censés résoudre ces épineuses questions de déraillement. Offrir un service fiable et sécuritaire aux usagers, qu'il s'agisse du transport de personnes ou de celui des marchandises. A contrario, retard, report de voyage et dégâts matériels continuent de remplir le tableau de récrimination. Faites et opérateurs économiques exploitant ce service public est stratégique. Ni la CETRAG, ni le régulateur, ou encore moins l'autorité de régulation, les transports ferroviaires ne s'expliquent de façon pertinente sur les véritables causes de ces différents déraillements, qui s'expliqueraient par la vétusté de certaines installations. L'exécution de ces travaux est prévue pour 2024. Même registre, l'énième éboulement du chemin de fer gabonais a entraîné la suspension provisoire du trafic ferroviaire. Une situation qui n'a pas laissé insensibles les plus hautes autorités du pays. Maya Meza. Ce énième éboulement vient une fois de plus mettre en mal les populations en cette période de fête. L'arrêt de la circulation des trains vient bouleverser le calendrier de certaines familles qui envisageaient se déplacer afin de renouer avec les leurs. Les conséquences économiques sont lourdes, tous les trains sont à l'arrêt. Le manganèse, le bois, les produits pétroliers et autres produits ne circulent plus. Cette même voie traverse 5 des 9 provinces du pays, ce qui pourrait être à l'origine des pénuries de carburant et une flambée des prix des produits de première nécessité. Plusieurs membres du gouvernement se sont rendus sur les lieux et dans le même élan, un comité de crise a été mis en place pour relancer rapidement la circulation suspendue depuis le 24 décembre sur le Transgabonais. Lors d'une conférence de presse et par le biais des confrères de RFI, Christian Mani, le directeur général de la société d'exploitation du Transgabonais CETRAG, a affirmé que les autorités envisagent de faire transiter les marchandises et les passagers par la route de temps d'un retour à la normale.
Et puis, un accident de transport maritime enflamme la toile depuis quelques jours, alors que la société civile qui lutte pour la protection de l'environnement s'inquiète d'un risque de pollution. L'entreprise pétrolière indexée s'est voulue rassurante sur la marchandise transportée. Estelle Amvam. Des faits relayés sur les plateformes sociales, une barge contenant 8 camions de gravier aurait coulé mardi en journée à quelques kilomètres de Mugambi, dans la zone de Gamba, dans la province de l'Ogooué-Maritime. Inquiets, plusieurs acteurs de la protection de l'environnement ont décidé de tirer la sonnette d'alarme sur ce qu'ils qualifient de catastrophe écologique. Ce que nous dénonçons, c'est d'abord le mutisme du groupe Assala, ayant pris plus de 72 heures avant de réagir. Les camions qui sont transportés, qui transportaient ce gravier, une fois arrivés à quai, et pour aller le livrer, ce n'étaient pas des camions électriques, ce n'étaient pas des camions qui roulent avec de l'eau, c'est bien des camions qui ont du gasoil. Maintenant, est-ce que cette quantité de gasoil peut polluer et peut mettre en danger les écosystèmes? Pointé du doigt, l'entreprise d'exploitation pétrolière Assala Energy a, dans un communiqué, refuté toute responsabilité, précisant que la barge a été louée à l'entreprise Pécho. J'invite Assala de lire le code de l'environnement sur la responsabilité de transport des marchandises dangereuses. Donc, Pécho est un prestataire de services. La commande du transport de ce matériel est faite par qui? Par Assala. Et donc c'est Assala qui choisit son prestataire. L'État se retournera vers Assala. Au-delà de la dénonciation, nous avons fait notre part, nous avons dénoncé. Ça s'arrête là. Ça ne sert à rien de porter plainte parce que ce ne serait pas la première plainte. Et c'est quand même gênant. Je dis que c'est tout à fait légitime. Un accident peut arriver. Ce qui est important, comment on le règle, quelles sont les responsabilités et quelles sont les dispositions que nous prenons pour les populations. Une défaillance technique sera à l'origine de l'incident. Des sources indiquent que la remorque sera en cours. À l'intérieur du pays, cette fois-ci, OIM, capitale provinciale de la province du Wellington, qui va abriter dans quelques semaines le lancement de la tropicale Amissa Bongo, présente une image peu reluisante. Quelles sont les actions mises en place par les autorités compétentes afin de redonner belle image à cette ville? Reportage. Des canaux d'évacuation d'eau bouchée, des tas d'ordures qui occupent des espaces incontrôlés en plein cœur de la ville. C'est le triste constat peu reluisant que présente la ville d'Oyem en cette période de fête de fin d'année. Une situation d'insalubrité qui règne depuis plusieurs mois déjà, qui ternit l'image d'une ville qui a eu l'honneur d'occuper la tête des trophées des meilleurs élus locaux du Gabon en 2021. Un qui a pour objectif de susciter l'émulation entre les autorités municipales et départementales à la faveur de l'essor de leurs localités respectives et par ricochet le mieux-être des populations. Les habitants de la ville de Koumekié, approchés pour s'exprimer sur la situation, ont opté pour le silence en signe de mécontentement et de déception. Rappelons que le Wellington abritera le lancement de la 6e édition de la Tropicale Amissa Bongo du 23 au 29 janvier prochain. Un challenge que l'équipe municipale d'OIM compte relever. À OIM, nous parlons cette fois-ci du séminaire de sensibilisation à l'endroit des élus locaux, chefs de quartier, leaders religieux et traditionnels sur la protection et la lutte contre les injustices sociales des populations vulnérables, personnes handicapées et autochtones du Gabon. Jessica Andjoua, reportage. La rencontre entre les élus locaux, chefs du quartier, leaders traditionnalistes portait essentiellement sur la protection, la lutte contre les injustices sociales des populations vulnérables, handicapées et autochtones du Gabon. Organisée dans la province du Wellington, la campagne de sensibilisation communautaire rentre dans le cadre de la valorisation et protection des personnes vulnérables. Je peux vous dire que nous sommes en contact avec les populations et nous sommes fatigués des questions
que les populations nous posent. Il faut nous dire la vérité. Vous êtes venus en mission, bien sûr, mais après vous allez repartir. Quelle sera la solution? J'ai perdu mes origines et je voudrais créer une association concernant sur le projet de protéger la terre. Comment faire pour aller vers mes grands-parents, puisque déjà je n'ai plus de grand-père pour m'orienter et pour me dire où je reviens. Initié par l'association Main-d'œuvre avec l'appui de l'Institut républicain international, IRIS, partenaire technique et économique, au cours de ce rassemblement, plusieurs doléances ont été émises. Entendre leurs doléances, c'était entendre le cœur de tous les Gabonais, de la souffrance, de tout ce qu'ils traversent. Et c'est pour cela que ça était très intéressant, parce qu'il était important de comprendre ce qui se fait dans les quartiers. Demain, les gens vont se regarder dans les miroirs en disant que qu'est-ce qu'on a déjà fait jusque-là. Et j'ai dit aux gens, on a encore des choses à faire. On peut faire passer le message lorsqu'on crée par exemple une unité de production alimentaire, un exemple, ce que vous appelez l'agripreneuriat vers la fin, pour montrer aux gens que c'est possible, on peut se prendre en charge. Ce séminaire de sensibilisation communautaire vise également à lutter contre le chômage en vue de l'entrepreneuriat. Toute autre actualité à présent, comment sortir l'Institut africain d'informatique de la situation de crise actuelle? La question a été au centre de la rencontre entre Jean-Pierre Doukaga Kassa, ministre de l'économie numérique, et Eric Volibi, représentant de l'UNESCO au Gabon. L'organisme onusien doit user de toutes ses forces pour sortir cet établissement supérieur de cette situation. Reportage Chimène Nindong. Le ministre de l'économie numérique Jean-Pierre Doukaga Kassa, avec à ses côtés sa déléguée Huguette Blanche Abodo, ont eu une séance de travail il y a de cela quelques jours avec le représentant résident de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO au Gabon, Eric Volibi. Au centre des échanges, les mécanismes à mettre en place pour sortir l'Institut africain d'informatique de la situation dans laquelle elle s'y trouve depuis plusieurs années. Le membre du gouvernement tend ainsi la perche à l'organisme onusien pour que l'IAI, qui a formé de nombreux cadres sur le plan national qu'international, retrouve ses lettres de noblesse. Le ministre gabonais s'inquiète de ce que l'Institut est en train de se perdre. Il souhaite redynamiser la dite école supérieure, qui est un institut de référence en Afrique et qui a inspiré d'autres États africains en créé dans leur pays afin de permettre aux jeunes Africains de se former aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Selon le représentant de l'UNESCO au Gabon, l'organisme travaillera sur la base des recommandations qui ont été élaborées par le conseil d'administration de l'Institut et le comité provisoire d'administration. Malgré les retards dans le versement des contributions des États membres, l'IAI a fait sa rentrée estudiantine 2022-2023 le 12 décembre dernier, après l'organisation dans plusieurs pays de son concours d'entrée. Une reprise placée sous le signe d'un nouveau challenge avec le projet de refondation du dit établissement dont Jean-Pierre Doukaga Kassa en est le président du conseil d'administration. Et puis, le phénomène de l'insécurité prend de l'ampleur au sein de l'université Omar Bongo, une situation qui suscite la psychose chez les étudiants. À cet effet, une rencontre a eu lieu mardi dernier entre le recteur, l'administration et les étudiants. Reportage Jessica Ondjoa. L'université Omar Bongo de Libreville fait face depuis quelque temps à l'insécurité. Pour venir à bout de ce phénomène, les responsables du campus universitaire, en l'occurrence le recteur, a tenu une rencontre. Il s'agit du conseil extraordinaire le mardi 27 décembre. La nécessité de convoquer un conseil rectoral extraordinaire essentiellement consacré à la problématique de la sécurité, pour ne pas dire de l'insécurité, à l'université Omar Bongo. Depuis quelque temps, l'université Omar Bongo fait l'objet de vols, d'agressions d'étudiants, de braquages,
de telle sorte que, en l'espace de 2 mois, plus d'une 50aine de splits, de tables-bancs, de saccages de bâtiments administratifs et pédagogiques, ont vu des vandales mettre à sac un investissement que l'État venait de faire pour la réhabilitation de l'université Omar Bongo. L'insécurité qui gangrène ce temple du savoir peut trouver des solutions à travers 2 grandes résolutions ont été prises. Premièrement, l'achèvement dans les plus brefs délais de la barrière de l'université pour sécuriser donc le campus universitaire. Et deuxième grande résolution, la mise en place dans les plus brefs délais également de la police universitaire. Mais entre-temps, il a été également décidé pour sécuriser l'université Omar Bongo que le recteur de l'université puisse formuler une requête pour que les forces de l'ordre et de sécurité puissent, à l'intérieur et à l'extérieur de l'université, sécuriser un certain nombre de bâtiments stratégiques, notamment les services de scolarité. Sécuriser l'université Omar Bongo, c'est donc sécuriser la nation. Ceci consiste à veiller et œuvrer à l'épanouissement intellectuel, moral des étudiants. Et puis, les étudiants de l'université Omar Bongo sont toujours dans l'attente du paiement intégral de leur bourse. Depuis 2 semaines déjà, la situation semble n'avoir pas bougé d'un iota. Maya Meza, reportage. Ces étudiants ne demandent ni plus ni moins que le paiement en intégralité des 9 mois d'arriérés de leur bourse. Un droit qui découle des bonnes notes obtenues pendant la période scolaire. On veut juste que notre condition d'apprentissage puisse s'améliorer, mais aujourd'hui on a besoin de réconfort. On veut que l'État puisse nous réconforter et nous encourager. On a besoin de la solidarité étatique. L'étudiant aujourd'hui ne voudrait pas être ce maillon faible là. Nous voulons être le maillon fort de la construction de notre pays. Voici pourquoi vous allez remarquer que depuis que nous manifestons, nous ne cassons rien, nous ne faisons rien du tout, nous cherchons à avoir des informations. Un appel à la solidarité est tout de même lancé par le délégué général à l'ensemble de la mutuelle de l'UOB qui prône pour la justice. Appel aux étudiants, je vous dis aujourd'hui, d'autres sont dans cette situation, demain également vous pouvez être dans cette situation. Lorsqu'on vous demande d'être solidaire, il faut être solidaire. La solidarité doit être la bannière de l'étudiant. Si vous n'avez pas de solidarité, vous ne servez à rien du tout. On a besoin d'être solidaire en tant qu'étudiant. Et s'il n'y a pas cette solidarité, moi ça me déçoit. Afin de ramener le calme, la commission technique de l'ANBG a ouvert les listes de réclamations, ce qui pourrait être une porte de sortie de crise. Aujourd'hui, nous constatons que certains membres de la direction n'y sont pas. Au secrétaire, à l'accueil, ils nous ont dit qu'ils sont sortis, soi-disant, ils sont un peu tête en l'air, voir dans quelle mesure régler la situation, c'est ce qu'ils nous ont dit. Espérons aussi que ça soit le cas. Mais sinon, pour l'heure, nous sommes là. Sachant aussi que jusqu'alors, il n'y a pas de nouvelles convaincantes qui nous disent que voilà, la situation va être réglée. Au regard des nombreux mouvements d'humeur observés ces derniers temps par les étudiants pour réclamer le paiement des allocations d'études, l'Agence nationale des bourses du Gabon a une fois de plus rassuré les apprenants quant à la solvabilité des arriérés. Le secrétaire général adjoint aux opérations de paix de l'Organisation des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix, était en visite de 3 jours en République centrafricaine. À peine arrivé dans le pays de Faustin Archange Touadéra, il s'est rendu auprès des casques bleus de la MINUSMA. Le récit est de Roland Djakou. La visite s'est déroulée en présence de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Valentine Rogwa-Biza, du commandant de la force de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation à RCA, du général Biram Diop, du général Daniel Sidiki Traoré, de son adjoint, le général Pedro Miguel Alves Gonçalves Soares, le commandant de la force intégrée des Bangui, le général des brigades Alonyem Takoniadi. L'arrivée de Lacroix dans ce pays de l'Afrique centrale avait des objectifs bien définis. Sur le terrain, naturellement, de voir à la fois les progrès qui sont faits pour améliorer les camps, construire de nouveaux camps,
faire en sorte que nos personnels féminins et masculins aient les meilleures conditions de vie possibles. Et c'est aussi rencontrer aujourd'hui les contingents portugais et bhoutanais, les remercier pour leur travail et les féliciter pour tout ce qu'ils font et leur souhaiter bonne chance. Et en cette fin d'année, évidemment, tout le meilleur pour l'année prochaine, pour eux et leurs familles. Au cours de cette tournée de 3 jours, le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de paix sera reçu en audience par le président de la République, Faustin Archange Touadéra. Il s'entretiendra également avec le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, les leaders des partis politiques de la mouvance présidentielle et de l'opposition démocratique, les leaders religieux, les représentants des organisations des femmes et des jeunes, le corps diplomatique. Il est important de préciser que le 14 novembre dernier, le Conseil de sécurité des Nations Unies avait prorogé jusqu'au 15 novembre 2023 le mandat de la MINUSCA. Cette visite en République centrafricaine est la deuxième du secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de paix, après celle du 25 février dernier. La cour d'assises d'Abidjan a condamné ce mercredi 11 personnes accusées de l'attentat djihadiste de la ville balnéaire ivoirienne du Grand Bassam à la prison à perpétuité. L'attaque avait fait 19 morts en mars 2016. Sidela Niman. Le tribunal a suivi le réquisitoire que le procureur de la République, Richard Adou, avait donné il y a une semaine. Après 5 semaines de procès, la Cour a reconnu les accusés, tous maliens, coupables des faits qui leur sont reprochés et les condamne à l'emprisonnement à vie. Il y avait en tout 18 accusés, 14 sont en fuite ou détenus au Mali, 7 ont été condamnés par contumace et 7 autres ont été acquittés. Les 4 présents étaient accusés d'avoir été complices de cette attaque en aidant 2 considérés comme ses cerveaux, absents du procès, notamment pour l'hébergement, le transport et le repérage des lieux, ce qu'ils ont nié. Parmi les condamnés par contumace figure Mimi Ould Baba Ould El Mokhtar, arrêté en janvier 2017 par les soldats de la force française Barkhane. Il est considéré par les autorités ivoiriennes comme un des cerveaux de l'attentat de Grand Bassam et par les autorités burkinabées comme le chef des opérations d'une autre attaque qui avait fait 30 morts à Ouagadougou en janvier 2016. Un mandat d'arrêt international a été lancé par la Cour à l'encontre de Kounta Dalla, présenté comme le cerveau opérationnel de l'attaque en Côte d'Ivoire. Tous étaient accusés d'actes terroristes, assassinats, tentatives d'assassinat, recel de malfaiteurs, détention illégale d'armes à feu et de munitions de guerre et de complicité des dits faits. La nouvelle a été reçue avec soulagement par les parties civiles. Cela faisait près de 7 ans qu'elles attendaient ce verdict. Les indemnités leur ont aussi été accordées, une compensation financière pour les familles de victimes, mais aussi pour ceux dont les activités économiques ont été touchées. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de programmes sur TV+.